Bienvenue chez Les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Lidvine Vaillant et j'ai publié un livre qui s'intitule « Réinventons le secteur de la santé, ils l'ont fait, découvrez leurs clés », qui s'intéresse justement aux transformateurs qui essayent de changer les codes dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Bruno Dellaporta, qui est néphrologue à la Fondation Santé des étudiants de France. Il est aussi spécialisé en éthique médicale et en philosophie appliquée à la santé. Il préside la commission éthique de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Et il a récemment publié un livre aux éditions Bayard, Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain. Sa raison d'être est de transformer le monde en s'associant à ceux qui le transforment. Je suis donc Bruno Dellaporta, je suis médecin, je suis néphrologue, donc je m'occupe plutôt de la dialyse, de la transplantation, des maladies des reins. Et puis je suis également spécialisé en éthique médicale et en philosophie appliquée à la santé, parce que j'ai un doctorat en éthique médicale. Et puis donc voilà, principalement à l'hôpital, je peux dire que je suis un clinicien, mais qui également, je suis également président de la commission de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Donc, je suis responsable des thématiques philosophiques dans notre société savante. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à être médecin ? Oh non, médecin, c'est pas très intéressant, en fait, hein. J'étais pas un gros travailleur. Je suis parti voyager 1 an et demi en stop quand j'avais 18 ans. Et puis, comme j'avais pas foutu grand chose à l'école, j'ai voulu m'inscrire en maths sup, mais à l'époque c'était impossible, donc j'ai pris médecine. En fait, la médecine m'intéressait pas du tout, mais il s'est trouvé que j'ai très bien marché, j'ai toujours été premier. Mais en fait, non, j'ai pas tellement d'appétit pour la clinique et la médecine, et c'est pour ça que je suis passé à des activités de transformation des équipes, d'accompagnement des équipes. Voilà, j'ai un peu réinventé de l'intérieur mon objet de travail, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, la clinique t'intéresse pas plus que ça ? Si, mais j'ai pas un tempérament. J'étais un globe-trotter en stop. J'aimais les gens en bonne santé. J'aimais plonger, nager, faire de la voile, etc. Et c'est vrai que la morbidité, c'était pas mon terrain comme ça d'attirance particulier. Mais par contre, les équipes, les réflexions m'intéressent beaucoup à partir du soin. Si le soin en termes d'objets collectifs m'intéresse beaucoup, quoi. Et la néphro, c'est aussi un hasard ou comment c'est venu ? La néphrologie, en fait, à l'internat, j'étais arrivé premier, et donc le premier peut choisir tout ce qu'il veut, le second choisit tout ce qu'il veut, sauf que ce que le premier a pris, etc., jusqu'à la fin. Et en fait, je savais pas quoi faire, parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et j'ai changé de discipline au moins 4-5 fois. J'ai fait de la biologie, de la recherche, du laboratoire, de l'hématologie, etc. Puis à la fin, ils m'ont dit, Monsieur Dellaporta, il faudrait quand même que vous vous décidiez pour choisir une discipline. Et donc, j'ai pris une discipline qui est la néphrologie, comme ça, vraiment sans trop de raison, et je me suis mis dans une discipline qui est une contre-valeur. La dialyse, c'est une discipline qui n'intéresse personne. Dans les hôpitaux, c'est complètement mis à l'ombre, à l'écart. C'est une discipline qui est disqualifiée. Ce sont des personnes âgées qui n'intéressent personne, ce sont des contre-valeurs. Et en réalité, il s'est trouvé que par hasard, j'ai choisi une discipline complètement disqualifiée où il y avait personne, mais qui est extrêmement intéressante, parce qu'il y a une très forte tension entre la rationalité technique, le fort coût économique, et les valeurs du soin, les valeurs de l'accompagnement. C'est une maladie chronique avec une psychopathologie très forte. Donc il y a une tension très forte entre l'exactitude technicienne et la vérité du sens et de ce qui se passe dans les relations. C'est-à-dire que c'est un tube à essai pour penser la médecine. Il y a tous les ingrédients, quoi. Mais c'est pas investi par les PUPH, par les professeurs. C'est complètement oublié. Alors que si on la thématise, si on la pense, elle est très dynamique en termes de tension comme ça, très forte.
Par exemple, une année de dialyse, ça coûte 80 000 euros. La société donne beaucoup de sous pour ces personnes âgées, mais en fait, aujourd'hui, toutes les complications sont déportées aux âges extrêmes de la vie, si bien que le troisième âge, si on a de l'argent et si on est en bonne santé, c'est très bien. Le quatrième âge, on décline, mais le cinquième âge, c'est une contre-valeur, c'est-à-dire que les valeurs de la société, c'est le culte du jeunisme, il faut être jeune, rapide, sportif, et si possible, pas dépressif. Et donc, les valeurs de la société, ce sont les valeurs du marché et les valeurs de la performance. Il faut produire, consommer et puis aller vite. Et la dialyse, c'est du cinquième âge, très morbide. C'est une contre-valeur totale. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont pas dans les valeurs du marché. Elles ne produisent pas, elles ne consomment pas. Ce sont des personnes qui sont pas dans le culte de la performance. Ils se prennent les pieds dans le tapis, ils sont lents, ils sont complètement délabrés. Ce qui fait que la société donne beaucoup de sous, mais elle en veut pas. C'est-à-dire, elle donne beaucoup de sous, mais elle voudrait s'en débarrasser, quoi. Et donc, on est une discipline dans l'ombre, mais qui pourtant est l'objet de l'attaque permanente de la Cour des comptes, cache investigation avec Élise Lucet, etc. Parce qu'en fait, cette discipline est une tension très forte entre deux pôles contradictoires, qui sont celles des valeurs économiques et de la technique, et qui sont très coûteuses, et puis des valeurs de la vulnérabilité qui fondent quand même notre humanité, savoir comment on accompagne des personnes vulnérables aux vulnérabilités cumulées jusqu'au bout. Du coup, comment tu es arrivé à l'éthique du soin, à la philosophie appliquée, à tous ces champs qui paraissent éloignés finalement de la médecine, quoi? En réalité, j'ai commencé à faire de la philosophie dans les cafés philo, dans la cité, absolument pas en médecine, il y a une dizaine d'années, ou quinzaine d'années. Et j'ai beaucoup développé des activités de philosophie vivante, en situation. Pas de la philosophie universitaire, des bouquins et des bibliothèques, mais des débats libres. Et j'ai commencé ça il y a 15 ans. Et au bout de quelques années, je me suis aperçu finalement que dans mon bureau à l'hôpital, autour de moi, il y avait un matériau extrêmement intéressant à thématiser qui était les valeurs du soin. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand monde qui l'avait investi philosophiquement. Donc je me suis inscrit à l'espace éthique avec Emmanuel Hirsch. J'ai fait un master 1, master 2, une thèse. Et là, grâce aux enseignants, grâce à tout cet endroit formidable qui est l'espace éthique, j'ai eu quand même des outils d'analyse philosophique plus structurés. Et je me suis aperçu qu'en fait, le soin est un trésor. Le soin, en fait, est le cœur du réacteur de notre démocratie. C'est une valeur invisibilisée, mais c'est vraiment la valeur phare. Et donc, voilà. Donc, je suis venu à la philosophie appliquée à la santé. D'abord par l'extérieur, et après je me suis aperçu que j'avais une mine, un trésor dans lequel j'étais, et qui n'attendait que d'être thématisé. Comment tu le mets en pratique? Comment tu l'as mis en pratique en application dans ton service, dans ton activité? Je dirais qu'en 2012, ça fait combien d'années? Là, ça fait 10 ans. Il y a parfois dans nos services des dilemmes insurmontables. Par exemple, je prends un exemple, nous, on a des personnes très âgées qui vont vieillir, il y aura un glissement progressif, et en fait, on va arriver à un moment où on va se poser la question de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue, parce qu'on a les moyens techniques, à tenir en vie avec des écrans, des machines, des trucs comme ça, une personne épuisée. Et donc, la question est très difficile parce que on a 3 solutions en dialyse. Soit on poursuit les soins et on se dit que c'est de l'acharnement thérapeutique. Or, la loi de février 2016 interdit l'acharnement thérapeutique. Dans son nom technique, ça s'appelle l'obstination déraisonnable. Alors, si on continue, on est fautif. Si on décide d'arrêter complètement, en fait, la personne n'a qu'une durée de vie de 8 jours en moyenne. Donc, ça veut dire qu'il faut l'hospitaliser, la mettre sous morphine, et les équipes se sentent complices d'une euthanasie. C'est extrêmement mal vécu. Et puis, si on fait un entre-deux, on limite les soins, en fait, on pense qu'on a trouvé une solution intéressante, mais pas du tout, parce que quand on limite les soins, elle s'intoxique du fait des déchets qui sont pas éliminés. Elle se gratte, elle s'infecte, elle a des troubles cognitifs et les choses sont pires encore. Donc en fait, la question de l'acharnement thérapeutique dans les situations extrêmes que sont les personnes très vulnérables sous machine est une question importante parce qu'on se dit, est-ce qu'on arrête ? Et si on arrête, est-ce que c'est pas un homicide? Est-ce qu'on n'est pas complice d'un homicide? Et donc, comment les équipes peuvent survivre à un arrêt de traitement sans se sentir coupable d'une transgression? Et donc, il y a 10 ans, face à ces dilemmes, je donne un exemple, j'ai fait beaucoup d'autres thématiques. Face à des dilemmes, j'ai mis en place des réunions de philosophie appliquée, c'est-à-dire je réunissais toute l'équipe.
il y avait primauté du sujet sur la fonction. Toutes les paroles avaient la même valeur, infirmière, aide-soignante, secrétaire, etc. Et le but, c'était de partir de cette situation immédiate et arriver à un certain point. Moi, j'étais donc l'animateur, on va dire, philosophique de la réunion. Arriver à un certain point, à voir les enjeux philosophiques que ça posait. Donc, on essayait de théoriser qu'est-ce que c'est que l'autonomie d'une personne qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, comment penser les directives anticipées. Donc, on essayait de théoriser ça. Et puis, à la fin, finalement, on arrivait toujours à produire un objet de pensée qui ne préexistait pas à la réunion. On trouvait toujours 2, 3, 4 idées intéressantes dans laquelle tout le monde se retrouvait, parce qu'en fait, ça avait été construit par toutes les singularités présentes et qui avait quand même une véritable efficacité sur l'équipe. C'est-à-dire que à la fin de la réunion, on pouvait trouver une ou deux idées techniques et médicales auxquelles on n'avait pas pensé, les escarres, la douleur. On pouvait trouver une idée d'organisation de service auxquelles on n'avait pas pensé, mais on trouvait aussi des idées de morale, éthique, quoi, c'est-à-dire des compromis, l'accompagnement des proches, le devoir de non-abandon. Et finalement, accompagner une personne et limiter des traitements ou les arrêter, ça demande de prendre soin de cette personne. Mais je m'apercevais qu'en fait, il fallait prendre soin de l'équipe, en fait. Et que l'acte des soins, l'acte de parler, les prises de parole étaient un acte de soin porté sur l'équipe. Et en fait, une équipe qui se sent estimée, qui se sent confiante, qui se sent considérée, dans les interactions qu'elle met ensemble, est une équipe qui va, le fait qu'on prenne soin de l'équipe, ça se déporte sur le soin du patient. C'est-à-dire quand l'équipe a été respectée, alors le patient est accompagné de façon meilleure. Donc en fait, je m'apercevais que il ne s'agissait pas simplement de prendre la personne comme un singleton à qui on décide, on limite, on arrête ou on traite, mais de faire discuter les acteurs. Je continue un petit peu. En fait, et puis dans ces réunions, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement la solution qui est importante, mais c'est l'acceptabilité de la solution par tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas seulement il y a un problème, il faut une solution, ce que font très bien les médecins, mais ce qu'a apporté la philosophie, c'est qu'en fait, tous les acteurs, en se subjectivant, en produisant des actes de langage, en fait, augmenter l'appropriation de leurs réponses au problème. Et finalement, la réunion, on était face à des dilemmes insurmontables où tout était bloqué, où il n'y avait plus de liberté de penser, puisque les 3 cas de figure étaient impossibles. Et finalement, parler, ça réintroduit du jeu, ça réintroduit de l'écart et ça réintroduit de la liberté dans les pensées, quoi. Et finalement, il n'y avait plus de désir, c'était quand même, les gens ne voyaient plus quel était le sens de leur pratique à donner de l'énergie à des formes aussi délabrées de vie qui n'avaient plus de sens. Donc il y avait une perte de sens. Et finalement, le fait de discuter redonnait du sens qui secondairement se déportait sur le patient pour en redonner. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut une réponse technique. Il y a un geste, il y a un protocole, il y a un problème, il y a une solution. Et donc, on a toujours l'impression qu'il faut une objectivation dans la démarche. Et là, on s'apercevait qu'il y avait une subjectivation multiple, plurielle, en mouvement. Et on s'apercevait que ce qui était le plus important, c'était pas forcément d'accompagner la personne, certes c'est important, mais c'était d'accompagner la décision auprès de l'équipe concernant la personne. C'était pas tellement la solution, mais c'était l'acceptabilité de la solution. C'est-à-dire que forcément, voilà, la philosophie permettait ce détour dans des dilemmes insurmontables où tout était bloqué. Et finalement, dans un moment très désenchanté, ça réenchantait quand même quelque chose qui ravivait le sens, quoi. Voilà. Et tu peux expliquer comment tu procèdes pour arriver à cet état de grâce? La façon de faire, c'est de considérer que chaque personne est un sujet à égalité avec tout le monde, et donc il y a une primauté du sujet sur la fonction déjà. Donc en fait, ça je le mettais en place et je fais un petit détour. En France, on est obligé dans les arrêts de traitement de faire une procédure collégiale. Et en fait, dans les établissements, il y a une dérive, c'est que ce sont les médecins qui ont beaucoup de bagou qui parlent le plus, et les infirmières aides-soignantes ne parlent jamais. Et donc, il y a le problème, c'est que c'est le chef de service, 2-3 personnes qui parlent beaucoup écrasent tout. Et en fait, la loi dit que tout le monde est à égalité, mais même ceux qui essayent de faire ça n'y arrivent pas parce que l'aide-soignante n'a pas l'habitude de parler, donc elle parle pas. Et donc, pour casser ça, j'ai mis en place une petite mesure très très simple, mais qui marche bien. En début de réunion, je dis voilà, vous devez demander la parole et quand une personne parle, on ne la coupe jamais. Si une personne a déjà parlé 3 fois et qu'une autre personne n'a pas parlé, dans ce cas, c'est celle qui n'a pas parlé qui parle, même si c'est le chef de service qui a déjà parlé 3 fois, quoi. Et donc en fait, ça crée un forçage parce que le chef de service qui a des choses intéressantes à dire et qui a du bagou, en fait, une fois que
dès qu'il a parlé 4 fois, il ne peut plus parler de la réunion. Donc, il doit attendre que les aides-soignantes s'expriment, etc. Et puis, il s'avère qu'en fait, il y a des médecins très techniciens qui n'ont pas de profondeur existentielle particulière. Et puis, il peut y avoir une aide-soignante qui a eu des gamins, etc., qui en fait n'a pas le vernis du langage, n'a pas la bonne phraséologie. Mais en fait, le truc est plus profond, quoi, dans l'engagement. Et puis, il peut y avoir des médecins profonds et des aides-soignantes pas profondes. Mais je veux dire que quand on fait attention aux gens dans leur responsabilité morale face à une personne, il y a des expériences de vie qui sont beaucoup plus alignées et orientées que des techniciens très rapides, quoi. Et donc en fait ça créait une rééquilibration parce qu'en fait si on écoutait bien les propos étaient intéressants et donc voilà pour rééquilibrer, je pense qu'il faut une personne qui ait des compétences pour détourner la conversation vers des repérages philosophiques et revenir à la situation. Il ne faut pas partir top-down avec un sujet qui écrase, il faut faire du bottom-up avec tout le monde qui s'exprime, il faut qu'il y ait une distribution de la parole pour qu'il y ait une égalité, et il faut mettre en place une éthique de la reconnaissance réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que une personne, quand elle parle, elle donne quelque chose, que les autres l'accueillent et rendent quelque chose, et cette circulation de don contre don, ça fabrique du lien. Il y a une reconnaissance interpersonnelle qui se produit. Ensuite, après, il faut une reconnaissance juridique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut un dispositif juste pour que chaque personne se sente à égalité. Parce qu'en fait, un truc qu'on supporte très mal, c'est de ne pas être reconnu juridiquement. C'est-à-dire, si vous allez quelque part et que vous n'avez pas le droit à la parole, après, vous êtes frustré, vous vous énervez un peu, quoi. Donc, en fait, là, il y a une reconnaissance réciproque interpersonnelle, il y a une reconnaissance réciproque juridique d'égalité, quoi. Et puis après il y a une reconnaissance réciproque coopérative, c'est-à-dire que le fait de construire en commun un objet, et si la femme de ménage y contribue, l'aide-soignante y contribue, tout le monde y contribue, en fait il y a une reconnaissance dans l'objet qui a été produit, c'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve parce qu'il a donné et reçu quelque chose de l'objet qui a été produit. Et donc ce jeu de reconnaissance n'est pas du tout un jeu technique et protocolaire, quoi. C'est un jeu qui demande que l'animateur mette un climat de bienfaisance, bienveillance, et il faut qu'il mette il faut qu'il mette en place une éthique de la discussion qui cherche à partir de la pluralité des points de vue et grâce au dispositif, grâce à la procédure de délibération, à faire émerger des normes valides qui ne préexistaient pas. Mais il faut également, à côté de cette éthique de la discussion, qui est un peu héritée de Habermas, qui mette en place une éthique de la reconnaissance, plutôt héritée de Axel Honneth, qui permette ce maillage d'estime, de considération, de reconnaissance, qui fait que l'équipe après est mieux quand elle doit affronter des situations extrêmement vulnérables. Parce qu'il faut voir que les grandes vulnérabilités des personnes malades vulnérabilisent les équipes. En fait, il y a une vulnérabilisation réciproque, donc il faut qu'il y ait une puissance au niveau de l'équipe pour arriver à affronter des formes qui déportent la pensée dans des situations extrêmes, quoi. Très intéressant, c'est marrant, ça me fait beaucoup penser à je dirais à l'intelligence collective, finalement, à la mise en place, à l'écoute de chacun, et le fait de laisser la place à chacun pour exprimer ce qu'il a à dire avec cette justesse, cette justice de la parole, quoi, et de l'écoute, ouais. Mais il y a autre chose en plus par rapport à ce que tu dis, je pense, c'est qu'en fait, nous on est pris dans une chaîne technique, une chaîne linéaire avec de la gestion des normes, des indicateurs, etc. Et en fait, moi ce que j'ai amené, c'était une figure de l'étranger, c'est-à-dire que la réunion d'éthique était une figure d'étranger dans le CERN, où c'était une figure d'étranger au niveau du temps. C'est-à-dire qu'on interrompt la chronométrie rapide pour poser un temps de suspension, un temps où on place du réflexe à la réflexion. Ensuite, c'est une figure d'étranger dans la mesure où j'interrompais le langage technique par la philosophie. C'est-à-dire qu'il y avait je déportais avec des mots différents sur un autre paysage, je les amenais ailleurs avec ça. Et puis, il y a, oui, c'est ça, au niveau du temps, du langage, et puis une figure d'étranger au niveau du cadre. La modalité de discussion était différente, quoi. Donc, je pense que par rapport à ce que tu parles d'intelligence collective, le petit plus, c'est que la philosophie permet de passer du réflexe à la réflexion, permet d'interroger les présupposés et permet d'amener des personnes à se positionner sur un lieu existentiel qu'ils n'expérimentent pas habituellement dans la chaîne linéaire de leur journée, quoi. Donc il y a autre chose que le fait de se réunir pour faire un brainstorming. Il y a aussi interroger les présupposés philosophiques, quoi. Et alors il y a quelque chose qui me frappe, c'est la question, justement cette question du temps dans vos métiers où le temps va trop vite et on n'a jamais le temps de se réunir, justement. Comment est-ce que toi, tu arrives à imposer ce temps de pause et ce temps d'échange dans votre rythme
vie et de médecins et d'infirmiers, d'aides-soignants, trépidant, quoi. Ouais. Alors, moi, je ne peux pas parler à la place de tous les hôpitaux. Il y a certainement des hôpitaux où il y a vraiment une réduction d'effectifs où ils n'ont plus le temps. Mais il faut voir que le temps, il y a deux choses. Il y a la chronométrie dont tu parles. Et puis, il y a le fait de la répétition des gestes, de l'usure, le temps qui fait qu'il y a une minéralisation au long cours des équipes dans la maladie chronique. Et en réalité, les personnes se plaignent de la chronométrie, mais souvent, ils parlent de la minéralisation au long cours. C'est-à-dire qu'ils ont quand même le temps d'être sur leurs iPhones pour télé, leurs smartphones pour échanger, etc. Et donc, en fait, ces réunions avaient plutôt l'avantage de raviver le sens pour éviter que les personnes se considèrent comme des choses qui fonctionnent seulement, quoi. Et en fait, à l'hôpital, on s'aperçoit que les personnes souffrent plus de la minéralisation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que par exemple, dans le service, les infirmières sont jeunes, ça tourne, ça part, il y a plus de pyramide des âges, et tout le monde est en déliaison, il y a moins de relations, il y a moins de choses. Les personnes arrivent tous les 3 jours, elles sont dialysées, ça se répète, et on finit par être usées. Donc les personnes, elles fonctionnent à l'hôpital, elles clivent, et quand elles vont chez elles, elles existent avec leurs amis. Mais à l'hôpital, il y a une souffrance parce qu'elles fonctionnent. Elles fonctionnent, pas forcément de façon trop rapide, c'est pas toujours ça le problème. Peut-être ailleurs, hein, je parle que pour mon cas, hein, mais elles fonctionnent et elles finissent par ça s'ossifie, ça se sédimente, ça se minéralise, ça devient une chose morte, l'équipe. C'est une masse inerte un peu, quoi. Et donc quand on parle de chronométrie, souvent la standardisation des pratiques entraîne un très grand désenchantement parce que les infirmières sont prises dans des normes, dans des indicateurs, dans des rouages, et finalement elles ne trouvent plus ce qui fondait le sens de leur vocation humaine, quoi. Mais c'est presque plus qualitatif que quantitatif, en tout cas où je suis. Et donc, par exemple, à Mont-d'Or, j'ai fait des réunions de philosophie. Et puis il me disait, voilà, nous on a l'impression de fonctionner, de plus exister, etc. Et puis l'autre jour, il y a eu un gros problème, un malade qui allait très mal, on s'est tous mis en équipe, on a réussi à le réanimer, et là on a l'impression d'exister. Et en fait, ce qu'il décrivait, c'est que c'est pas le temps qui leur manquait forcément, c'était le temps vivant qui leur manquait, quoi. Tu vois, il y a une petite différence. Donc en fait, il faut arriver à que ce que les gens comprennent, que c'est important de passer 2 heures ailleurs que dans la semaine on l'a, quoi. C'est pas en fait là où je travaille, les 2 heures on les a. Même si les cadences s'accélèrent, même si l'effectif diminue, etc. On les a dans un interstice, quoi. Tu vois la différence ce que je veux dire entre la différence entre. Je comprends, il y a une déshumanisation. Voilà, c'est ça. C'est la dénégation de l'humain dont on souffre plus que de la chronométrie. C'est-à-dire que s'il y a un événement il y a un Covid qui arrive, tous les soignants s'y mettent, le directeur d'hôpital, etc., comme ça a été le cas à l'éclosion du premier confinement, et ben les gens ont une impression de sens et de vérité, si bien qu'ils supportent l'épreuve. On les applaudit, ils supportent ça bien. Pourtant, ils étaient en surmenage. À propos du Covid, qu'est-ce que le Covid t'a amené comme réflexion, comme l'évolution de ta réflexion suite au Covid? Ah oui, alors ça serait trop long à expliquer. Je vais peut-être focaliser juste sur la thématique des transformations. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit finalement, le soin, c'est une véritable valeur de la démocratie et c'est une véritable valeur de l'écologie si on le thématise. Donc je m'explique. Que quand le Covid est arrivé, je me suis dit finalement, la terre va mal, les écosystèmes, les habitats sauvages sont plus proches des humains, et le Covid, c'est pas simplement une catastrophe naturelle qui nous arrive comme un tsunami ou comme une vague. Le Covid, c'est du tragique. C'est-à-dire que le Covid, c'est notre maladie à nous-mêmes, quoi. En fait, le Covid, c'est l'humanité qui, au nom du plus grand bien de la technicité, du progrès, c'est l'humanité qui, au nom du plus grand bien, fait arriver le plus grand mal. Mais c'est pas une catastrophe. Le tragique, c'est quand c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain, quoi. Le nazisme, c'est du tragique. Le communisme, dans ses dérives, c'est du tragique. C'est pas des catastrophes. Et donc, je me suis dit, le Covid, finalement, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est du tragique. Et puis, je me suis dit, finalement, je vais commencer des réunions de philosophie appliquée sur la thématique, les valeurs du soin, les valeurs de l'hospitalité, sont des valeurs de la démocratie. Et j'ai voulu mener un travail qu'on a mené d'ailleurs pour essayer de thématiser ça et de montrer que finalement le soin qu'on porte au corps malade a quelque chose à nous dire du soin qu'il faudrait porter à la terre malade. C'est-à-dire que par exemple la responsabilité que l'on a à l'égard des personnes vulnérables a quelque chose à nous dire si on l'élargit à la responsabilité que l'on devrait avoir
à l'égard des écosystèmes vulnérables ou de la vie vulnérable. Je sais pas moi bref. Et donc finalement je voyais cet hôpital soumis à une standardisation, à des rouages, à une industrialisation, à une gestion du risque. Et je me disais finalement, et à une réduction des effectifs avec des personnels qui souffraient. Et je me disais finalement, les soignants, les professionnels de santé sont des grands militants de la démocratie, sont des grands combattants de la démocratie parce qu'ils sont pris dans un rouleau compresseur néolibéral et sans le savoir, ils défendent avec les valeurs du soin quelque chose de très fort. C'est-à-dire que notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais en réalité, ce qu'il nous faut aujourd'hui par rapport à la crise écologique, c'est une responsabilité. C'est pas tellement une liberté, c'est une responsabilité, un soin du monde commun. Et je me disais finalement, ils sont chopés par le rouleau néolibéral et ils le savent pas. Mais en défendant, par exemple, une personne arrive dans mon service là et elle a une douleur thoracique. C'est pas la liberté qui va jouer. C'est pas je fais ce que je veux quand j'ai envie, etc. On va se sentir responsable du fait qu'elle est en détresse. On va tout arrêter, on va aller faire ça. Les Covid mouraient comme des mouches de tous les côtés. Nous, on a ouvert des salles, ils ont pris des risques. Ils ont rien demandé, ils ont fait ça juste c'est comme ça, c'était leur mission. On a ouvert des salles, on a trouvé des combines pour faire que des personnes qui n'étaient pas admises en réanimation s'en sortent. Et là, on s'apercevait qu'ils mobilisaient des valeurs du soin, qu'ils étaient des véritables militants de la République, mais que c'était des contre-valeurs du rendement et des contre-valeurs de la rentabilité financière. Et donc voilà. Donc en fait j'ai fait ce travail pendant plusieurs séances. On a fait des réunions de philosophie appliquée. Donc on a pris la thématique de la responsabilité en montrant que la responsabilité pouvait être élargie. On a pris la thématique de l'hospitalité parce que le mot hôpital et hospitalité ont une étymologie commune. Et en fait l'hospitalité c'est pas un truc gnangnan, c'est pas un truc altruiste, c'est quelque chose d'anthropologique. C'est-à-dire que l'humain, c'est Marcel Mauss qui l'a montré dans son livre « Et c'est pour le don ». L'humain, il a une circulation de dons et contre-dons. C'est absolument pas un truc catho ou gentil, c'est un truc normal. C'est-à-dire qu'on donne, on reçoit et on rend, et ça fabrique du lien. Et donc, à l'hôpital, quand un médecin soigne une personne, elle a une technicité, mais elle accueille aussi une personne étrangère, elle accueille une étrangeté qu'est la maladie, elle va recevoir, donner et créer de la relation, créer du lien. Et donc, il y a une économie marchande à l'hôpital, mais il y a aussi une économie du don et contre-don. Et finalement, il y a une logique d'équivalence au niveau des contrats, etc. Mais il y a aussi une logique surabondante, comme ça, qui n'est pas nommée et qui est très anthropologique. Bon, donc, on a fait une thématique sur l'hospitalité. On a fait une thématique aussi sur la gestion du risque, le risque de l'existence, tout ça élargi à la planète, en montrant qu'on a une production d'objets intellectuels et on a une production de normes, mais que la planète aussi produit des objets techniques, parce qu'on a une pensée qui maîtrise, qui domine, qui calcule, et finalement il y a plus de pensée calculante que de pensée accueillante, que de pensée recueillante. Et puis on a aussi une thématique sur l'habitabilité. On a fait un cycle qui s'appelait valeurs du soin, valeurs de l'hospitalité, valeurs de la démocratie et valeurs d'écologie, en fait. Où on élargissait du corps malade à la terre malade. Et venez qui voulait, quoi, c'est ça ou... Et venez qui voulait, ouais. Et c'était pas limité à ton service? Non, à tout l'établissement. Et pareil, c'était des réunions ça se passait comment, de 2 heures ou avec le même process, même règle de fonctionnement? Je faisais venir un philosophe extérieur à l'équipe. C'est toujours bien d'avoir un étranger qui ne connaissait pas la médecine. Et puis, pareil, on faisait, je pense, 1h30. On faisait 1h30 avec... nos réunions font 1h30. En fait, j'ai dit 2 heures, mais c'est 1h30. Elle faisait 1h30 avec, pareil, égalité de droit à la parole, etc. Et on a essayé de construire comme ça une thématisation des valeurs du soin en essayant de voir comment, philosophiquement, ces valeurs du soin peuvent être une ressource pour notre nouvelle sagesse de l'habitation de la Terre qu'il faudrait avoir, et comment elle peut être une ressource pour le soin qu'il faudrait avoir de notre monde commun. Et notre monde commun aujourd'hui, c'est un monde commun humain et non humain, et c'est un monde commun présent et à venir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comment on peut élargir le soin des humains aux non humains, comment on peut élargir le soin du présent aux générations futures, quoi. Et du coup, c'est ce qui a donné lieu à ton livre. Voilà, donc après, j'ai publié un livre quelques mois après, oui. Alors vas-y, donne-nous un peu le titre. Donc ce qui s'est passé, c'est que Bayard m'a appelé au début de l'épidémie en me demandant si je connaissais une spécialiste des épidémies de la peste, du choléra. Il voulait écrire un article pour je sais pas qui, donc je l'ai mis en contact. Et puis il m'a rappelé plusieurs fois pour
parce qu'il cherchait une spécialiste en histoire de la médecine, quoi. Et puis au bout d'un moment, il me demande qu'est-ce que je fais. Je leur explique que je commence ce cycle sur les valeurs du soin. Et puis on discute un peu plus. Et la personne de Bayard me dit waouh, c'est super intéressant. Vous n'avez pas nous envoyer un synopsis? Donc j'envoie un synopsis. Bayard se met autour du synopsis et ils disent ah c'est super. Et ils en parlent plusieurs jours. Donc c'est super intéressant, c'est très original. On n'a pas de sous pour on a un peu de sous pour les auteurs pas connus du tout. Mais ce truc-là nous plaise. Donc il me voit dans un bar. Et donc ce qui est étonnant, c'est que écrire un bon bouquin, c'est très difficile. Mais publier un beau bouquin quand on n'est pas connu, c'est encore plus difficile, quoi. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, alors que j'avais pas écrit une seule ligne, ils m'ont fait une commande directement, quoi. Donc j'ai une chance incroyable, c'est assez inhabituel. Et donc j'ai écrit le bouquin en 4 mois. Et puis après, j'ai vraiment insisté pour pas être payé, parce que je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette, il faut que tout le monde contribue, et j'avais absolument pas envie de faire de la pub pour mon livre en sachant que j'allais y retirer quelque chose. C'était pas du tout ça le but, c'était un travail collectif, et puis voilà, je suis salarié, j'ai tout à manger, j'avais pas de, l'objectif était plutôt de participer à l'effort collectif à partir du soin et des soignants, et d'amener une vision un peu décalée, un peu originale, voilà. Et donc le bouquin est sorti. C'est Bayard qui a trouvé le titre. Moi je savais pas, mais on choisit pas les titres, c'est l'édition qui choisissent. Donc le titre s'appelle Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain. Le lointain, c'est ce qui est éloigné de nous dans le temps, dans l'espace et dans les espèces phylogénétiques. Tu racontes ces ateliers. Qu'est-ce que tu fais dans ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'abord, je voulais faire 4 livres. Bayard m'a dit c'est impossible. Donc ils m'ont dit il faut tout réduire en un livre. J'ai dit ça va être vraiment difficile parce que c'est très dense. Ils m'ont dit c'est pas grave. Et donc, le livre est assez exigeant, assez dense. Je pars de la médecine et j'élargis à l'écologie à chaque fois. Je fais un aller-retour. C'est un livre qui est lisible, mais qu'il faut lire doucement parce que il est assez rapide quand même. Les concepts arrivent assez rapidement. Et donc, il y a un premier plan de lecture qui est tout à fait faisable, qui est un plan de lecture où j'explique que le soin est une ressource qui peut être élargie lointain. Et puis, il y a un deuxième plan qui demande d'avoir une connaissance plus philosophique, c'est qu'en fait je renverse la métaphysique de Descartes, c'est-à-dire que mais ça c'est dans le fond quoi que ça paraît, c'est-à-dire que je finis à la fin en expliquant qu'en fait le sujet de la modernité est en bout de course et qu'il y a un inversement métaphysique à faire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop abstrait. Et du coup la suite c'est quoi? Alors la suite, c'est que le bouquin n'a pratiquement pas été lu, quoi. Il a peut-être été lu à 600 ou 1000 exemplaires, ce qui est pas mal, mais bon, je m'en suis pas du tout occupé. Bayard n'a fait aucune démarche pour les radios, etc., ce qui me dérangeait pas. Par contre, il y a quelques personnes, c'est toujours comme ça, qui par le détour l'ont repéré. Et donc, des personnes, Dominique Bourg, par exemple, qui a fait la préface, j'ai d'autres philosophes, etc. Et par le détour, eh bien, en fait, là, j'ai des tas de demandes de séminaires de philosophie contemporaine à Clermont-Ferrand, avec les shifters de Jean-Marc Jancovici, où je vais faire un séminaire j'ai des demandes peut-être par Sainte-Anne, d'autres demandes, j'ai des séminaires, etc. Donc en fait, par le détour, j'ai discuté avec des personnes qui en fait, et donc là voilà, en fait je dirais que c'est un demi-livre, c'est une moitié de livre, et que l'autre moitié va être apportée par les séminaires qu'on va faire, où vraiment on va appliquer ça à l'énergie, à l'agroécologie, à la pollution, au transport, etc. Il va être que ça, c'est une espèce d'outils d'analyse robuste du monde contemporain qui va être mis en application dans des séminaires qui vont venir, quoi. Voilà. Donc là, je suis débordé de demandes. Donc le livre n'a pas été lu pratiquement, mais je suis débordé de demandes. J'ai 10 demandes tout azimut de séminaires, d'interventions, etc. avec d'autres. Et donc d'autres séminaires d'intervention sur quelle thématique alors? Ben, par exemple, les shifters de Jancovici, ils sont ingénieurs, ils sont hommes, ils sont blancs, et ils ont une pensée très rationnelle, et puis ils sont efficaces, mais ils plafonnent un peu parce que ça n'affecte pas les corps d'expliquer que 30% de machin chose, etc. Et comme ils plafonnent un peu, il y a 2 femmes qui m'ont contacté avec une autre personne, et ils nous ont dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que ça, et donc on leur a expliqué que on est en train de changer de paradigme, on est en train de changer de monde. Il y avait le monde de la modernité, et puis là il y a un nouveau monde qui apparaît, mais que ce monde-là, il faut le nommer, il faut le faire exister, et que pour le nommer, le faire exister, il faut des pionniers dans les territoires, il faut des artistes, mais il faut aussi des philosophes. Il faut des philosophes qui mettent ça en mots et qui expliquent comment on passe d'un monde à un autre. Ça permet de réorienter les gens, ça permet de faire exister ce qui n'est pas visible. Les valeurs du soin sont des valeurs invisibilisées, disqualifiées, et donc c'est un séminaire de philosophie contemporaine qui cherche à
réorienter par exemple, je donne cet exemple, réorienter les gens pour les faire passer de la confusion à l'orientation. Et donc, le livre servira de base conceptuelle, quoi, pour l'application. Et je pense que le cœur du réacteur de la transformation, c'est vraiment les valeurs du soin, dans son sens très élargi. Je pense que les soignants ont tout entre leurs mains s'ils l'élargissent du proche au lointain. Mais il faut le thématiser. Et tout est là, en fait. Et tout était en dialyse, d'ailleurs, dans cette discipline disqualifiée, en fait. Du fait de la tension très forte, voilà. Je m'explique encore une fois. Quand on est médecin, on fait des soins et on prend soin. Faire des soins, c'est une technicité. Prendre soin, c'est une attention, des égards, une responsabilité, une hospitalité. Et en fait, si on thématise cette tension entre le faire des soins et le prendre soin, on s'aperçoit que la composante prendre soin est le cœur de notre vocation humaine. Il y a l'hospitalité, il y a tout là-dedans. Et ça peut être élargi du proche humain avec son visage. Ça peut être élargi du visage au paysage, quelque part. Magnifique. Enfin, en plus, t'es poète. Et donc, du coup, est-ce que c'est suite à ça aussi que tu as lancé un engagement, tu t'es lancé avec un engagement politique en vue des primaires de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est lié ou? Alors, oui, en fait, je pense qu'on est dans une caverne aujourd'hui, de la modernité, des protocoles, des indicateurs, on est tous dans la caverne, et je pense qu'il faut sortir. Je pense que c'est pas la peine d'aménager le mobilier dans la caverne, on n'y arrivera pas, quoi. Hein. Je pense que si on veut mettre des lampes électriques, des fils, des câbles et qu'on branche les prises, on ne s'en sortira pas, il faut sortir de la caverne. Donc moi, ma technique, c'est je m'expose au réel et je sors dès qu'il y a des personnes qui se mettent à faire quelque chose. Peu importe si ça va marcher ou pas. Donc si on me propose de sortir de la caverne, je dis oui à tout le monde, pour m'associer à toutes les initiatives. Et quand j'ai vu qu'il y avait un mouvement de citoyens, d'associations qui voulaient apporter un candidat différent, je me suis dit, je vais amener de l'éthique en politique, je vais amener une voie différente, philosophique en politique. Je voulais pas être président, je voulais simplement viser A, c'est-à-dire président, mais pour, par le détour B, amener d'autres choses, avoir d'autres rencontres. Et voilà, mon but, c'est dès que je peux, je m'expose au réel en me disant qu'au bout de 2 ans, on a plus contribué au mouvement collectif en faisant ça qu'en restant dans son bureau en se disant j'ai compris, mais ou 20 ans après en me disant j'avais compris, mais j'ai rien fait, quoi. Donc en fait, voilà, la primaire populaire, c'était essayer d'amener par la philosophie une boussole qui permette de passer de la confusion à l'orientation. J'ai fait croire que je voulais y aller, mais en fait, peu importe le résultat, hein, c'était juste pour me mettre en mouvement. Et puis d'ailleurs, ça parle des tours, ça a créé des opportunités, des ouvertures. Voilà, c'est pas un problème, une solution, un truc, un objectif, c'est plutôt réouvrir des possibles avec tous ceux qui s'y mettent. Et du coup, ça aboutit ou ça a évolué vers quoi? Ça en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un échec total, rien qui marche, tout s'effondre, Poutine, la Russie, de tous les côtés. Donc la primaire, ça foire, mais c'est pas grave. J'ai fait des belles rencontres, ça a ouvert des séminaires, ça a ouvert des trucs latéralement. Peut-être qu'un jour, les personnes avec qui j'ai travaillé, qui sont des personnes formidables, hein, tout le board était formidable en fait, tous les soutiens, il y avait plein de gens super. Hein, j'ai vu des réalisateurs, des gens très engagés. Et donc voilà, c'est juste par le détour viser A, en sachant que c'est par B que ça va arriver, quoi. Et alors, je sais qu'il y a un autre projet qui te tient à cœur, c'est donc le lancement d'un projet autour de la néphrologie verte. Est-ce que tu veux nous expliquer de quoi il en retourne? Oui. Donc, il y a en médecine 25 disciplines, on va dire, cardiologie, neurologie, etc. Il y a néphrologie. Chaque discipline a une société savante. Donc, nous, ça s'appelle la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Et dans cette société, ils ont commencé une commission de néphrologie verte, ce que je trouve très bien. Et donc, ils font, avec les shifters de Jancovici, les bilans carbone, les déchets, l'eau, les machins choses, etc. Et puis, l'autre jour, ils m'ont invité à une réunion et j'ai écouté. Je trouve ça très bien. Ça crée un enthousiasme, c'est nouveau. Mais je me disais, en fait, il y a quelque chose qu'il faut apporter en plus. C'est-à-dire que, dans le traitement, dans les faire des soins, dans le dispositif, ils analysent tous les impacts environnementaux. Très bien. Deuxièmement, je leur ai dit, il y a l'entreprise. L'hôpital est une entreprise. Il faut aussi faire muter l'entreprise avec ses circuits courts, son alimentation, la viande, les covoiturages, les transports, les bâtiments, l'énergie. Ce qui est encore différent du 1 qui est les traitements et les conséquences. Et je leur ai dit, mais si on fait que ça,
En fait, on va avoir des tableaux Excel de bilan carbone, on va avoir des personnes spécialisées dans les hôpitaux qui vont faire que de la norme, ça va ajouter de la standardisation aux pratiques, et finalement, les soignants souffrent d'un très grand désenchantement du fait de cette standardisation des pratiques. Et je leur dis, c'est très bien, mais ce qui me paraît important, c'est que la philosophie peut amener de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, une nouvelle narration. Et je dis, si les soignants sont pas affectés, si on transmet que des normes et si on transmet pas de désir, c'est insuffisant. Donc je leur dis, moi, je serais pour travailler sur les récits, sur l'imaginaire et partir des valeurs du soin pour construire quelque chose qui accompagne votre mouvement, mais par la narration. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, oh, Bruno, c'est super intéressant, etc. Et donc là, je suis en train de voir comment faire pour switcher les hôpitaux dans ce grand mouvement de conversion, en sachant qu'il y a des gens qui vont être des techniciens des bilans carbone, des déchets, qui vont poser tout ce qu'il faut, etc. Et c'est très très bien. En sachant qu'il va falloir aussi investir les hôpitaux pour mettre des chambres du futur, des commissions du futur qui s'intéressent à comment on articule les intérêts à court terme avec les intérêts lointains, quoi. Et je me suis dit que finalement, il faudrait créer des commissions vertes, peut-être, mais dans ces commissions vertes, il est indispensable d'avoir un travail non pas de négativité par ne pas faire ceci, ne pas faire cela, par des injonctions sur les déchets, sur l'eau, etc., mais aussi une positivité en termes de désir, quelque chose qui enthousiasme. Voilà, donc en fait, je suis en train de monter un séminaire, non pas un séminaire, je suis en train de monter une commission qui va travailler sur les nouveaux récits, sur les nouveaux imaginaires, à partir des valeurs du soin. Je vais probablement faire des réunions à Paris en présentiel pour ceux qui sont contents de venir. Et puis, ça sera retransmis en France par distanciel. Et dans cette réunion, il y aura donc probablement une demi-heure de démarrage de café philo sur une question dynamique, animée par un philosophe. Ensuite, une intervention orale de 30 minutes par une philosophe sur la philosophie contemporaine et le lien avec les valeurs du soin. Ensuite, redébat libre. Ensuite, je ferai une intervention sur cette thématique 30 minutes et on redébat. Donc, ce sera un système, il y aura du bottom-up et du top-down. C'est-à-dire, on va à la fois réouvrir l'appropriation de la discussion, de la parole, et en même temps amener des points de repère parce que le nouveau monde n'est pas nommé, il n'est pas visible, il existe partout, il pousse dans tous les interstices, mais l'ancien monde, c'est quoi? C'est la modernité, c'est-à-dire que c'est un monde anthropocentré, et c'est un monde où, en fait, l'esprit humain est supposé comme étant le point de départ, la raison, c'est le point de départ, et l'esprit humain est en position d'exceptionnalité. C'est-à-dire, ce qui a de la raison, ce qui a de la valeur, c'est la raison humaine. Le poulpe n'a pas de valeur, le courant en Antarctique, etc., pas non plus. Et donc, la modernité, c'est un paradigme anthropocentré et un paradigme avec des logiques de domination. C'est une domination de l'humain sur le vivant, c'est une domination du masculin sur le féminin, c'est une domination du colon sur le colonisé. L'amérindien a moins de poids que l'occidental. Et le nouveau paradigme, c'est un paradigme où ces dualités sont en train d'exploser. Le nouveau paradigme, on le voit par exemple dans les courants féministes, on le voit où il y a des excès, des dérives, mais il y a aussi cette brisure de la dualité nature-culture. Je sais pas, comment ça s'appelle, Rousseau, là, Fabienne Rousseau, je crois, qui parle d'écoféminisme. En fait, ce sont des figures du réel qui attestent que les anciennes dualités craquent. Le wokisme, les transgenres, tout ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'excès de dérive, hein. Je dis que ça prouve que les dichotomies explosent. Il y a des pays qui mettent des droits pour le vivant, des personnalités juridiques pour le vivant. On écoute les Amérindiens en Équateur. Sur le vivant, il y a de nouvelles éthiques environnementales qui apparaissent. Sur le rapport masculin-féminin, on voit bien que ça bouge, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de montrer aux soignants que ce qui était invisible et qui devient visible, par exemple, le soin, c'est genré. C'est-à-dire que l'homme blanc, mâle, il fait de l'informatique, il fait polytechnique ou de l'électronique, quoi. Et le féminin, il a un gamin, il prend soin, il est attentif, il a des égards. Donc les valeurs du soin sont disqualifiées. C'est pour ça que ce sont des vraies valeurs de la République, mais disqualifiées. Et c'est pour ça qu'à l'éclosion du Covid, elles sont passées d'un statut invisible à un statut visible. On a applaudi les valeurs du soir tous les soirs, on a volé les valeurs, mais le soin dans son sens élargi, hein. C'était le soin du corps de la caissière qui donnait à manger, c'était le soin du corps de l'éboueur qui enlevait les déchets, hein, c'est ce qu'on appelle l'éthique du care. Donc au début, les soignants ont été enchantés parce que enfin, c'est devenu des vraies valeurs, et puis après c'est retombé. Alors là, ils sont complètement désespérés et ils se barrent des hôpitaux. Ce que je voulais dire, c'est que le but de ces séminaires va être de nommer ce qui est pas visible, de nommer ce qui est pas symbolisé, de nommer ce qui est pas compris. Pourquoi? Parce que d'abord, en nommant, on fait exister. Deuxièmement, en nommant, on oriente.
Et en nommant, on sort du catastrophisme, de la peur, et on sort de la négativité, de ne pas prendre sa voiture, ne pas et on permet un acte neuf plus réenchanté, quoi. Donc en fait, le but de ce séminaire, ça va être de voir comment on peut réenchanter les soignants pour qu'ils comprennent l'intérêt d'élargir les valeurs du soin du proche au lointain. Du coup, ces séminaires sont destinés, ou ce séminaire sera destiné à des néphros, enfin, c'est des néphros de la Société française de néphrologie, ou... Alors, donc la société de néphrologie, hier m'a envoyé un mail, on me dit Bruno, il faut qu'on fasse une réunion, on va t'aider un peu parce qu'on sait que t'as trop de trucs là, et ils m'ont envoyé un protocole, quoi. Donc ils m'ont dit il faut qu'on fixe l'objectif, le truc, ils sont tout mignons, mais bon, ils me proposent exactement ce qu'il faut pas faire, quoi. Donc j'aurais dit on va se retrouver bientôt, mais je fais avec vous que si j'ai droit à 2 philosophes dans l'équipe, sinon je viens pas parce que là je vais être Donc en fait, je vais les voir dans les 2-3 jours qui viennent. Et je vais leur dire, voilà, il faut un dispositif qui ouvre et qui ne clôture pas. Il faut pas un protocole, il faut laisser l'imagination déployer. Et dans le dispositif, il va se poser la question, est-ce que c'est ouvert qu'aux médecins néphrologues? Est-ce que c'est ouvert aux associations de patients? Je serais très favorable. Est-ce que c'est ouvert aux infirmières, aux psychologues? Est-ce que c'est ouvert à des personnes extérieures à la santé qui puissent dire ce qu'ils en pensent, aux consommateurs citoyens usagers de santé, quoi. Donc en fait, je vais pas discuter avec eux, mais je serais très favorable à ce qu'ils décloisonnent, parce que eux, ils pensent aux néphrologues. Mais moi, je pense aux associations de patients et aux personnes qui sont citoyens à l'hôpital, quoi. Ok, super. Bah écoute, c'est passionnant, c'est très riche. C'est impressionnant, voilà, c'est impressionnant c'est quand même la réflexion profonde et avec beaucoup je trouve de liens avec tout ce qui justement qui favorise cette transformation du système, le collectif, le fait d'être inclusif, d'aller chercher des cibles et des profils différents. Et alors si on va devoir bientôt s'arrêter, toi, si tu devais définir ta raison d'être, ce serait quoi? Oula, ma raison d'être? En fait, c'est par exemple, en fait, il faut pas résister, il faut créer, quoi. C'est une phrase qui est connue. C'est-à-dire qu'il faut pas être déploratif, il faut être imaginatif. En fait, ça sert à rien de faire la gueule et de rester dans la caverne en listant tout ce qui va pas. Il faut partir du connu pour aller vers l'inconnu. Il faut s'exposer. Et donc, ma raison d'être, c'est de transformer le monde en m'associant à tous ceux qui le transforment, en sachant que c'est un réseau d'acteurs qui agit actuellement, quoi. Et donc, c'est une imagination en chemin, hein, c'est pas stabilisé, c'est un désordre. Donc voilà, ma raison d'être, c'est la sortie de la caverne, quoi, en fait. Hein. La barre est très haute. En fait, on a un imaginaire qui vient du néolithique. Au néolithique, on s'est domestiqué, on s'est sédentarisé, on a créé des villes. Et là, ça arrive en bout de course. On a voulu rendre le monde habitable au néolithique. À force de le rendre habitable, on a rendu le monde inhabitable. Là, la barre est très haute. Il faut qu'on sorte de la caverne en 10, 20 ans. C'est extrêmement important, extrêmement difficile. Donc, ma raison d'être, c'est d'être convaincu que ça va et que tout va bien, mais qu'il faut qu'on s'y mette et que pour s'y mettre, il s'agit pas de résister ou de faire la gueule contre les indicateurs, la standardisation des pratiques, ça. Il faut imaginer, il faut raviver le sens, il faut réouvrir, il faut mettre des multiplicités mouvantes en devenir qui interagissent et que c'est de là que viendra l'événement, en fait. C'est de là que viendra l'événement. C'est pas de la conservation de la caverne. Hein. La conservation de la caverne, on voit les élections, il y a je sais pas combien de pourcents, 50% qui sont pour la conservation, quoi. Hein. Et en fait, il faut réouvrir. Voilà. Donc ma raison d'être, c'est on est en une période pré-événementielle, et ben c'est d'être prêt, de tendre l'oreille, d'écouter ce qu'il y a de neuf et de participer avec ceux qui essayent de faire des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Bonne définition de transformateur. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ceux qui, justement, voudraient faire bouger les lignes, s'associer à ce mouvement C'est compliqué parce que d'abord, on ne peut pas y arriver si on ne passe pas de la confusion à l'orientation par la philosophie. Il faut quand même se réorienter, quoi. Il faut savoir où sont les points d'appui, quoi. Ta question est trop compliquée pour moi là. Ensuite, je dirais qu'il faut pas être déploratif, il faut être imaginatif, il faut pas faire un pas en arrière mélancolique. Le pas en arrière mélancolique n'a pas d'intérêt. Il faut faire un pas en avant
imaginatif, créatif, en lien, en coopération, en interrelation, et puis savoir que on passe d'un monde où ce qui fondait la valeur, c'était la pensée calculante, ce qui fondait la valeur, c'est la maximisation de la production d'objets, et aujourd'hui, ce qui fonde la valeur, c'est la sagesse d'habitation de la Terre, ce qui fonde la valeur, c'est le soin de notre monde commun, humain et non humain, présent et à venir. Donc en fait, il faut basculer sur quelque chose qui est de la coopération, de la transformation, de l'imagination, pour prendre soin de notre monde commun, et puis surtout pour les enfants qui ont un horizon complètement noir et qu'il faut quand même orienter quoi et accompagner. C'est-à-dire que les enfants sont fougueux et c'est eux qui vont faire sauter la boutique. Mais il faut que cette fougue soit quand même orientée par des personnes qui ont un peu plus d'expérience et qui savent nommer et qui savent clarifier les enjeux quoi. Voilà. Merci beaucoup Bruno, c'était passionnant. Je crois qu'on va s'arrêter là. Sauf si oui, tu as peut-être un mot de la fin. Bah oui, merci beaucoup Lydie. J'ai pris un grand plaisir à discuter et merci pour ces questions qui étaient très dynamiques et très stimulantes. J'ai pris un grand plaisir à cette émission. Ah, merci Bruno, c'est super. Et ben écoute, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé. Et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l'hôpital.care, lowpital.care, rubrique communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode. Prochain épisode.